Je le dis. S'il s'avère que c'est vrai, ce que je dis, j'assume. Il faut l'arrêter. Pas l'arrêter, mais il faudrait porter plainte. Moi, je suis un homme de justice. Il faudrait que l'État congolais se saisisse et porte plainte pour récupérer ses droits. Contre Kabila. Les droits, c'est vos droits. Contre Kabila. Contre ceux qui font... S'ils savaient que c'est Kabila, c'est contre lui. Minorité, c'est la minorité qui vit des aides sociales. C'est cette minorité qui n'a rien à faire et qui dérange, qui devient des combattants à 60 ans, qui devient combattant à 57 ans, combattant à 65 ans. Je pense que il y a eu des erreurs, ça c'est certain. Il y a eu des erreurs, peut-être des castings. On a donné des responsabilités à des gens qui n'étaient pas à la hauteur de ces responsabilités. C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est les problèmes de compétences. La compétence, ok. Oui, c'est un problème de compétences. Parce qu'il y a certaines tâches qu'on sous-estime quand on est dans l'opposition. Et lorsqu'on arrive aux affaires et on occupe ces tâches, on se rend compte du poids des responsabilités. Et ce poids des responsabilités peut vous désaxer, vous déséquilibrer. Le casting n'est pas bon. Je vais finir ces dossiers en un mot. Monsieur Emmanuel Lunga, Congolais de la diaspora, ancien ministre des Congolais de l'étranger, vous nous dites que la diaspora qui accompagne le président de la République est tout simplement incompétente. La majorité, oui. La majorité dans cette diaspora, oui. Et compétente. Incompétente. Ok. Vous en connaissez quelques-uns qui sont compétents? Je ne citerai pas des noms personnellement parce que la compétence se mesure à travers des résultats. Ces pays, depuis 20 ans, nous sommes en guerre dans l'Est de la RDC. Les gens meurent tous les jours. Jusque-là, on n'a pas trouvé des solutions. Le Rwanda continue jusqu'à aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps à l'Est de la RDC. Nous devons régler ces questions et très rapidement. Donc, je pense que à ce stade où nous sommes, si nous ne faisons pas attention, dans 10-15 ans, nous ne risquons plus de parler de la RDC sous le format actuel. Pas d'école dans des villages. Les villageois, ils envoient leurs enfants à 20 km à pied. Ils doivent faire 40 km chaque jour pour aller étudier. Il y a des problèmes vitaux dans ces pays auxquels on n'aborde pas. Donc, et le gouvernement n'a pas le temps de les aborder parce que tous les jours il y a des manifestations. Il doit se concentrer sur des fautes que le gouvernement n'a pas réglées à la base. Dites-moi, le gouvernement passé et actuel, qu'est-ce qui a avancé? On n'a pas avancé. Nous sommes en train de patauger. Si quelqu'un dit qu'on a avancé, il ment. Est-ce qu'il est nécessaire? Les générations futures vont nous juger. De la même manière qu'on juge Mobutu aujourd'hui, qu'on juge Laurent Désiré Kabila aujourd'hui. On dit c'est lui qui nous a amené les Rwandais. Qu'on juge Joseph Kabila aujourd'hui. Le président Félix sera jugé aussi, hein, croyez-moi. On a produit sur les difficultés qu'il y a par rapport à l'état de siège. Vous pensez que c'était la recette à l'heure actuelle pour ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République? Et si vous devenez président de la République aujourd'hui, vous faites quoi pour nous ramener définitivement la paix dans cette partie? Mais écoutez, moi, j'ai des solutions. La première solution, moi, je décrète toute cette partie-là, zone militaire. Je ne dis même pas état de siège ou état de quoi. Je décrète. Je prends mes responsabilités des chefs suprêmes des armées. Le président de la République, je décrète zone militaire. Nous savons d'où viennent nos malheurs. C'est du Rwanda, une petite partie du Burundi et d'une autre partie de l'Ouganda. Et tous ces pays, je les mets en garde. Il n'y a aucun langage qui va leur parler si ce n'est la force. Vous comprenez? Il n'y a aucun langage qui va leur parler si ce n'est la force. Donc vous êtes en colère quand vous voyez le président de la République dire de Kagame que mon frère est ami, ça c'est son lui choix. Donner l'autorisation de venir construire chez nous, moi je n'ai pas signer les accords avec l'Ouganda. Moi je n'ai pas à les juger. Le plus grand barrage au monde, c'est le barrage de Trois Gorges en Chine qui fait 34 000 MW. Mais avec Zongo et tout ça, c'est 170 000 MW. C'est une phrase que vous n'allez pas aimer. L'homme des secrets des Lucifer qui lit des ouvrages des Lucifer. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez promis de me ramener les livres. Oui, oui, je veux ramener la livre. Je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit en Chiluba. Ouais. Ou en Mania. Ah. Non, non. Ma mère m'a dit, hé, j'ai suivi l'émission. Ce type l'avait initié, il faut faire attention. Non, vous savez, le livre de Howard Bloom, Le principe de Lucifer, Howard Bloom, c'est les Machiavel des temps nouveaux. C'est un livre qui ouvre l'esprit de l'homme, parce que ça vous fait comprendre votre constitution biologique. Quand il parle de Lucifer, là, c'est la partie que l'homme ne veut pas dévoiler au monde.
C'est l'hypocrisie de l'homme. C'est cette partie obscure qui accompagne l'homme. Chaque fois qu'il est en public, il sort que la partie des lumières. Cette partie qu'il cache tout le temps. C'est ce que traite. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de leur donner une forme avec un invité sur le plateau. L'actualité dans le pays reste dominée par les mouvements et les manifestations du bloc patriotique. Ce matin encore, l'entrée au centre-ville de Kinshasa a été compliquée pour cause. Les membres du bloc patriotique avaient décidé de faire un sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce la voie pour ramener M. Félix Tshisekedi et son régime à la raison comme ils le disent? On parle de ça. On revient également sur des questions importantes, des questions structurelles cette fois-là. Pourquoi la République ne décolle pas? On a le courant, on a les mines, on a tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le problème c'est l'homme congolais? Le problème c'est le pays lui-même? On parlera aussi de ces questions-là, on reviendra sur d'autres questions importantes, notamment la vie au niveau de la diaspora. Un invité sur le plateau, il nous fait l'honneur de revenir plutôt nous visiter. Il était avec nous la dernière fois, si vous êtes un habitué de cette émission, vous l'avez certainement suivi. C'est monsieur Emmanuel Ilunga. Monsieur Ilunga, bonjour. Bonjour. Ancien ministre ad intérim de Affaires foncières. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, quand vous étiez aussi quand même ministre des Affaires étrangères, ouais. Vous avez fait parler de vous, notamment en allant chercher les Congolais de l'étranger. Quelle est la situation de nos compatriotes de l'étranger? Parce que vous-même, vous êtes de la diaspora aussi quand même. Hein? Certainement. Merci et bonjour à tous nos auditeurs. La diaspora, bon, dernièrement j'ai vu... Le président de la République réunir la diaspora. Il a parlé de près de 5 milliards de dollars américains que la diaspora a envoyés ici. En fait, les statistiques sont là. Les soucis, c'est que ça a été mal organisé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quoi, l'affaire de la diaspora le forum, oui. Parce qu'il y a eu 3 ministres qui sont passés. Il y a eu Colette Tchomba, il y a eu Boyamba, il y a eu moi-même. Et personne de nous trois n'a eu aucune invitation pour expliquer qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Ah, ça a été mal organisé seulement parce qu'on ne vous a pas invité? Non, c'est pas parce qu'on nous a pas invité. C'est pas un regard nombréliste et ça. C'est-à-dire que la vie doit tourner autour de vous. Parce qu'on a des dossiers, à expliquer à la diaspora. C'est qu'ils ont expliqué qu'une seule partie. C'est pas 5 millions. Les 5 milliards, ils parlent des 5 milliards. Oui, c'est pas 5 milliards. Parce qu'il y a les statistiques de 2012. C'est déjà 9,7 milliards de dollars qui ont été envoyés. Ça, c'est en 2012. Parce que les dossiers sont là. Quand vous envoyez des invitations, c'est pour qu'on vous prépare des dossiers et qu'on vous amène. Et quand vous organisez sans inviter de personnes qui ont la bonne information, voilà. Donc ça ne servait à rien. Moi, je pense que, après on va voir, l'avenir nous le dira, mais si on veut vraiment faire des choses, il ne faut pas réinventer la roue tout le temps. Il faut s'appuyer sur des choses, sur ce qui existait déjà. Vous voyez, parce que l'État est une continuité. Vous ouvrez juste les tiroirs, vous prenez ce qui existe. Ce n'est pas forcément qu'on nous invite à prendre parole. Simplement, on nous invite à rendre des dossiers, à expliquer ce qui s'est passé, pour qu'ils organisent un forum plus ou moins complet. C'est tout, hein. Ça n'a rien à voir avec nous inviter physiquement. Non, on a lancé l'invitation pour prendre des dossiers, qu'on explique aux organisateurs comment les choses sont, la diaspora, qu'est-ce qu'on a préparé, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Parlons-en justement. On dit que notre diaspora est la diaspora la plus désorganisée. Je ne sais pas si c'est par méchanceté ou c'est la vérité. Vous êtes de la diaspora. Vous avez été ministre des Congolais de l'extérieur. Est-ce que vous pensez que nous avons une diaspora désordonnée, une diaspora
On parle même de médiocrité, hein, médiocre par rapport à la diaspora sénégalaise, par rapport aux Maliens, par rapport aux Ivoiriens. On dit les Congolais, c'est du n'importe quoi. En fait, les gens s'appuient sur ce qui est visible, ce qui est sur les sommets de l'iceberg. Non, la diaspora congolaise n'est pas désorganisée, elle est organisée. Mais la meilleure organisation commence par l'État lui-même. Vous comprenez? Moi, quand j'étais ministre de Congolais de l'étranger, j'avais 2 dossiers simplement. J'avais pas 3. J'avais un pour octroyer aux Congolais une carte Congolese Foreigners Card, donc la carte Okapi, qui permettait aux Congolais et à leurs épouses ou à leurs époux, qui sont français, belges, allemands, anglais, que sais-je encore, de venir au Congo sans les formalités des visas. Et cette carte allait ouvrir les portes de retour à nos compatriotes qui sont en diaspora. Mais ça, le président l'a fait. Non, les Congolais d'origine peuvent prendre leur visa ici, à l'aéroport. Oui, ils prennent le visa à $80 à chaque voyage. 80, ou c'est même plus que $80. Ça coûte cher. Chaque fois que vous venez au Congo, vous payez 100 ou 150 ou 80, j'en sais rien, mais je sais que c'est dans ces eaux-là. C'est trop cher. Et la carte Okapi, ou Congolese Foreigners Card, ça nous coûtait $150 pour 2 ans, pour 3 ans. En fait, le but, c'est d'inciter les Congolais à revenir chez eux. Tout simplement. Et ça, le mécanisme est déjà là. Les dossiers sont là. C'est pour ça que je vous ai dit que ça a été mal organisé dans le sens où ils n'ont pas invité parce que les dossiers sont là, qu'il faut simplement expliquer au président, voici le dossier. Et ce dossier a été bloqué par rapport... ça, je l'ai compris par après. Parce que la carte était accompagnée avec une banque internationale des Congolais de l'extérieur, dont le travail a été fait et l'État congolais a sorti de l'argent pour envoyer des équipes en mission au Mali, au Maroc, pour travailler avec Atidja Warfa, la banque marocaine, avec la BIM, la banque malienne. L'État congolais a payé du travail qui a été fait. Et les dossiers sont là. Et personne n'a demandé ce dossier. Et cette banque allait générer 174 milliards en flux, 174 milliards de dollars chaque année, qui permettait à notre monnaie de retrouver une certaine stabilité. Donc, tous les dossiers sont là, je n'invente rien. C'est même pas moi, je ne suis pas économiste, moi je suis juriste. Donc les dossiers ont été faits et travaillés. C'est pour ça, encore une fois, j'ai dit, ce forum, c'était l'occasion, une bonne occasion pour mettre ces dossiers à jour et les présenter devant les chefs de l'État. Mais ça n'a pas été fait, on n'a invité ni Boyamba, ni Colette, ni moi-même. Donc du coup, des dossiers sont là, en train de traîner dans les tiroirs, et on a juste besoin de les mettre à jour, tout simplement. Non, mais quand on fait porter les chapeaux à nos compatriotes de l'étranger en disant qu'ils sont mal organisés, qu'ils sont médiocres, vous dites que ce n'est pas eux le problème, il faut aller chercher ça au niveau de l'État. C'est l'État qui organise pas les choses. Absolument, c'est pourquoi moi j'ai commencé par chercher à organiser déjà. Parce que les Congolais qui sont à l'extérieur, entre guillemets, ils ont leur vie. Ils sont cadres, ils sont médecins, ils sont infirmiers. Il n'y en a pas beaucoup, dit-on. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a énormément. Contrairement, parce que vous traînez à Château-Rouge, vous non, traînez mais ça c'est à la gare du Nord, vous traînez... Non, mais permettez... Il n'y en a pas nombreux qui sont sérieux. Là, je suis totalement en porte-à-faux avec vous. Il y a un petit échantillon des Congolais qui traînent, bien entendu, vous avez raison, qui n'ont rien à faire, qui traînent et qui crient beaucoup, qui font énormément de bruit. Un tonneau vide, quand vous le roulez, il fait trop de bruit. Mais un tonneau qui est rempli ne fait pas de bruit. Et pourtant, il est rempli d'huile et des matières précieuses. Voilà. Donc, il y a des Congolais, des très hauts cadres, qui sont en diaspora, qui ont gagné leur vie et qui vivent très bien. Ils demandent à revenir chez eux, mais ils aiment qu'il y ait plus ou moins des conditions de retour. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça parce que c'est leur pays. Ils voudraient bien rentrer, mais que l'État prenne conscience qu'il a des enfants dehors et que comment faire pour faire inciter les Congolais à retourner dans leur pays. Emmanuel Ilunga, quand on nous dit, nous qui sommes ici à l'intérieur, que vous qui vivez là-bas, vous êtes dans des HLM, à Pau, je ne sais pas moi quoi, que vous vivez des aides sociales, c'est faux. Vous dites qu'il y a une frange importante des Congolais qui sont bien installés, qui ont étudié, qui ont des diplômes. Oui. Vous dites que ça c'est des stéréotypes. Tout à fait. C'est la minorité qui vit des aides sociales. C'est cette minorité qui n'a rien à faire et qui dérange, qui devient des combattants à 60 ans, qui devient combattants à 57 ans, combattants à 65 ans, parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre dans leur vie que ça. Mais des Congolais qui travaillent, il est peut-être agent de sécurité, ou chef de sécurité, ou il est pompier, il n'a pas le temps. Il a le temps de réfléchir et de penser comment organiser son retour pour aider son pays et comment faire bien les choses. C'est des Congolais qui ne parlent pas d'eux, mais c'est la majorité silencieuse, qui est intelligente et qui fait très bien. Et d'ailleurs même, dites-moi, Western Union ici au Congo fonctionne avec quel argent? Ce n'est pas les Congolais qui prennent en charge les familles ici au Congo? Parce que l'État est complètement absent dans la prise en charge des familles. Payer les écoles, payer les hôpitaux, enterrer des gens. C'est la diaspora qui le fait. Si la diaspora était inconsciente, elle n'allait pas le faire. Si elle le fait, c'est qu'elle est consciente. Donc là où elle est, elle travaille.
Je n'invente rien. Ça saute aux yeux. C'est des Congolais qui prennent en charge leur famille ici. Alors, Il faut de temps en temps reconnaître que la diaspora, c'est grâce à la diaspora qu'aujourd'hui il y a même la paix sociale. Emmanuel Lunga, je suis journaliste, je vois un peu la température. Vous parlez de la diaspora compétente, des gens compétents. Aujourd'hui dans le pays, dans le domaine politique, quand on parle de la diaspora, on voit les diasporas qui sont à la présidence. Le président de la République, lui-même, il est issu de la diaspora, il a amené beaucoup de gens dans la diaspora. Il suffit de lancer un sondage ici, vous allez vous rendre compte que ceux-là qui sont à la présidence, pour la plupart qui entourent le président de la République, n'ont pas pignon sur rue, n'ont pas bonne presse. Ils vendent mal la diaspora. Vous voyez un peu comment ça se passe au niveau de la présidence. Beaucoup disent que le président, notre président de la République, n'est pas aidé parce qu'il est allé chercher les gens de la diaspora. Vous en connaissez certainement. Est-ce que vous pensez que la diaspora qui accompagne le président de la République est une diaspora intelligente? Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là, l'échantillon de la diaspora autour du président de la République, représentent l'idée que vous faites des Congolais de la diaspora? Non. Je vais être franc avec vous. Non. Parce que après 3 années d'exercice, on peut mettre un avis, on peut observer. Je ne veux pas mentir, parce que ça ne sert à rien, ça saute aux yeux, vous le dites, ça s'est dit dans la rue, ça s'est dit partout. Je pense que le président a besoin de faire un nouveau casting. Ça, c'est moi. Moi, je parle du président de la République, que je soutiens, et je souhaite sa réussite. Et pour ça, il faut rester dans la vérité, dans la franchise. Moi, je n'ai pas besoin de dire des choses pour caresser dans l'essence du poil, de manière à ce qu'à être bien vu. Je n'ai pas besoin de ça. Mais moi, j'ai juste besoin que les présidents réussissent. Donc, ceux qui sont là, vous aussi, vous ont pas convaincu? Non, du tout. Vous qui étiez avec eux à la diaspora? Du tout. Je pense qu'ils ont fait faire plutôt beaucoup d'erreurs, des gestions. Je dirais même peut-être au président, parce qu'on a vu d'abord à commencer par les 100 jours. Donc beaucoup d'erreurs. Et ça, ils n'assument pas. Et je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur des tâches ou des attentes du peuple. Voilà. J'étais avec quelqu'un qui est assis ici, je ne sais pas pourquoi je vous amène sur cette terrain de la diaspora, vous êtes quand même un ancien ministre de la diaspora, il faut qu'on en parle. Il a dit que le président de la République, c'était Éric Wemba, a instauré, c'est Éric Wemba qui a dit ça, une sorte de bourgeoisie comprador des gens qui sont venus de la diaspora. Vous leur reprochez quoi? La compétence, ils n'ont pas des diplômes qu'il faut, ils n'ont pas travaillé en Europe, parce que bon, quand on est poto baye, vous avez vécu là-bas. Oui. Vous avez quand même l'expérience de là. Oui. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à implémenter ou à expérimenter la même expérience que vous avez ici? C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Tout le monde à la présidence n'est pas incompétent. Dire que tout le monde est incompétent, c'est quand même exagéré. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Mais vous avez parlé de Wemba. Wemba, il a parlé de la bourgeoisie comprador qui a été installée. Oui, non, mais le président n'a pas installé. Un peu comme si c'était des jouisseurs qui... Je pense que il y a eu des erreurs, ça c'est certain. Il y a eu des erreurs, peut-être des castings. On a donné des responsabilités à des gens qui n'étaient pas à la hauteur de ces responsabilités. C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est les problèmes de compétences. La compétence, ok. Oui, c'est un problème de compétences. Parce qu'il y a certaines tâches qu'on sous-estime quand on est dans l'opposition. Et lorsqu'on arrive aux affaires et on occupe ces tâches, on se rend compte du poids des responsabilités. Et ce poids des responsabilités peut vous désaxer, vous déséquilibrer. C'est exactement ce qui arrive. Parce qu'on ne voit pas des grands investisseurs venir au pays, par exemple. Nous avons l'ONATRA qui est en train de se mourir. Nous avons des problèmes, des routes, tout simplement. On n'a aucune autoroute, aucune route, aucune nationale qui est en construction. Donc, on a des sérieux problèmes dans ce domaine. Ça, c'est des investisseurs qui doivent venir. Mais le chef d'État fait confiance à ces gens qui l'entourent. Parce qu'un arbre, ce sont les racines qui font que les feuilles sont vertes et les fruits sont jaunes. Mais si les racines d'en bas ne sont pas correctes, l'arbre va mourir, va s'assécher. C'est un peu ça. On n'arrive pas à décoller, justement. On n'arrive justement pas à décoller parce que le casting n'est pas bon. Je vais finir ces dossiers en un mot. Monsieur Emmanuel Lunga, Congolais de la diaspora, ancien ministre des Congolais de l'étranger, vous nous dites que la diaspora qui accompagne le président de la République est tout simplement incompétente. La majorité, oui. La majorité dans cette diaspora, oui. Et compétente? Incompétente. Ok. Vous en connaissez quelques-uns qui sont compétents? Je ne citerai pas des noms personnellement parce que la compétence se mesure à travers des résultats. Vous comprenez? La compétence, c'est à travers des résultats. Moi, je suis un homme d'affaires. Moi, j'ai des équipes qui travaillent dans le monde, en Afrique, de l'Ouest, en Europe.
je vous donne une responsabilité. Si vous ne m'amenez pas des résultats, n'empêche qu'on ne sera pas des amis. On sera toujours des amis. Mais vous n'accomplissez pas des tâches. On va devoir se séparer. Et c'est comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai dit que la plupart ne sont pas compétents. C'est une critique, c'est une observation. C'est une observation. Parce qu'on doit juger les choses à travers les résultats qui arrivent. Aujourd'hui, le chef de l'État a les mains libres de poser des actes forts. Mais il faut qu'il soit aidé par des gens qui entrent dans sa tête, dans son intelligence, et qui accompagnent son intelligence. Quand les gens qui sont avec lui, simplement quand le président est présent, quand le président est absent, ils ne sont pas avec lui. Ils sont dans leurs affaires, chacun dans ses affaires. Je ne citerai rien ici. Des erreurs qui ont été faites. Je peux prendre des cas où des documents, des accords ont été signés sur des copies, par exemple. Je ne citerai pas lesquels. C'est très dommage. Les affaires étrangères sont là pour s'occuper de certaines commissions. Les affaires étrangères sont laissées à la traîne. On prend des gens qui n'ont aucune compétence dans la matière et qui vont faire signer certains accords sur des photocopies. Je vous assure, c'est fait. Et ça, c'est pas... J'étends ainsi le propre sur tout un pays, là. Mais attendez, je vous dis des choses qui sont faites, des erreurs qui sont faites par des gens qui... Ça, c'est la compétence. C'est le problème des compétences. Vous comprenez? Donc c'est très sérieux parce qu'on engage des générations qui ne sont même pas encore nées à travers des accords. Donc on doit faire très attention. Les accords doivent être d'abord paraphés. Parce que s'ils ne sont pas paraphés, l'adversaire peut changer des feuilles. Il peut changer et faire ça à sa sauce. Et les gens qui viendront dans 50 ans vont devoir respecter des choses qui ont été signées il y a 50 ans. Parce que vous n'étiez pas prudent. Donc chacun son travail. Lorsque le président sort, il faut que les affaires étrangères soient associées. Pas les ministres des Affaires étrangères, les directions. Eux, ce sont des diplomates chevronnés. Ils connaissent leur boulot. Si on ne leur donne pas du travail, les gens, ils font n'importe quoi. Combien de gens qui sont conseillers en matière de diplomatie, en matière de ça, ils ont travaillé dans leur vie. Ils ont fait quoi comme travail dans leur vie? Donc, il y a ça. Et le président est de bonne foi. Moi, je dis, même moi, quand j'étais au cabinet, il y a certaines choses qui m'échappaient, mais chaque fois qu'on m'alertait, j'étais obligé de revenir en arrière pour corriger. Vous comprenez? Le président... Donc là, vous faites une alerte au président de la République. Attention, il y a danger. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous jouez le rôle des lanceurs d'alerte. Mais écoute, monsieur le président, ça ne va pas. Moi, je souhaite sa réussite. Je ne peux pas mentir au président. Ça ne va pas. Je vous dis, ça ne va pas. Si ça va, je dirais ça va. Je viens de Matadi. J'étais visiter le Grand Inga. On parlera de ça quand on va parler des questions structurelles de la République. Donc ça ne va pas. Monsieur le président, réveillez-vous. Absolument. Il faut un nouveau casting parce que le président doit avoir une équipe de guerriers. Il a besoin des résultats tout de suite et c'est faisable. Monsieur Ilunga, est-ce que le problème, ce n'est pas le président de la République lui-même? Parce que j'ai comme l'impression que cette affaire, Kabila lui disait qu'il n'a pas 15 personnes autour de lui. Aujourd'hui, c'est l'entourage. Mais personne n'impose au président de la République son entourage. Est-ce que ce n'est pas lui qu'il faut voir en premier? On a l'impression que les gens sont utilisés comme des fusibles pour épargner que le courant arrive vers le président de la République. Quelle est sa responsabilité? On n'impose pas à un chef son entourage, ses collaborateurs. Vous savez, le président, ce n'est pas un élément isolé de la masse. Lorsque les gens, même si ça ne va pas, les conseillers, les gens de loin, de près, viennent vous voir pour vous dire tout va bien. On réunit 1000 personnes, ils applaudissent, ils vous disent tout va bien. Quelquefois, ça peut désorienter les regards. Ah, donc le président est désorienté, il est coupé des réalités. Je n'ai pas dit ça. Il est supposé être l'homme le mieux informé de nous tous. Mais ça peut désorienter les regards, attention. C'est pour cela, moi j'ai dit les conseillers les plus proches. Parce que eux, ce sont les yeux et les oreilles du président. C'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Les yeux et les oreilles du président, ce n'est pas lui-même. Ce sont ceux-là qui l'entourent la première ceinture. Ils doivent être francs avec eux-mêmes. Francs avec le président et francs avec le peuple. Ils ne doivent pas apporter des mensonges écrits, colorés, à la sauce pour détendre la situation, l'atmosphère. Non, ils doivent dire au président, les gens sont mal payés dans le pays. Les routes, moi j'ai quitté Matadi à 15h, je suis entré à Kinshasa à 2h du matin. Non mais la route Kinshasa-Matadi, elle est quand même bonne, non? Mais parce que la route elle est bonne, entre guillemets, mais il y a des bouchons avec des camions à perte de vue. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule route à l'aller, il n'y a qu'une seule route au retour. Donc, on a besoin d'élargir des routes. Ça, ce sont des choses qu'il faut dire au président, il faut les faire tout de suite. Pour faire une route, c'est quoi? On a besoin des caillasses. On a les caillasses. Nous avons
des carrières ici. On a besoin des ciments, nous avons des usines de ciment. On a besoin des bras, nous avons des bras. Mais il y a une volonté qui n'est pas là. Il faut qu'ils réveillent cette volonté. Et ça, c'est le rôle des conseillers. Mais ils ne font pas ça. Je suis choqué et attristé. Lorsque je vois des conseillers faire des postes avec des coupes de champagne en train de boire. Vous êtes des conseillers du président de la République. Vous êtes au sommet de l'État. Arrêtez de vous comporter comme ça, comme des petits gens. Vous êtes des hommes, vous avez des responsabilités sur vos épaules. Nous avons des problèmes dans l'Est, les gens sont en train de mourir tous les jours. Vous ne pouvez pas, vous pouvez boire votre champagne en privé, mais ne le faites pas en public, en annonçant comme ça. Vous nous affaiblissez, nous qui défendons le président, et avec des arguments comme ça, on n'a plus aucun argument pour défendre le président. Donc c'est pour ça que je dis, le président doit refaire le casting. Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, est-ce qu'il rend service au président ou il dérange sa vision? Donc c'est ça, c'est toutes ces questions-là que vous voyez, moi je vois, tout le monde voit, qui dérange tout le monde. Et ça, c'est ça qui alimente les critiques. Ok. C'est peut-être comme ça que vous vivez en Europe, hein, quand on parle de la diaspora. Quelqu'un qui suit cette émission aime bien votre discours, très éloquent, très mielleux, mais je connais un peu la psychologie et la philosophie ici. Ils vont dire que vous avez été ministre. Pourquoi vous n'avez pas dit tout ça à Kabila? Mais Kabila a détruit les pays. Vous avez été ministre pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Perrault, vous savez... Membre d'un gouvernement, participant au Conseil des ministres. Vous avez vu... Tous les Français ici, vous ne l'avez pas développé à l'époque. On m'a traité de manque de solidarité gouvernementale. Vous êtes témoin. Vous n'avez pas démissionné, vous n'avez jamais démissionné. Non, mais c'est mon pays, c'est votre pays, c'est le vôtre. Parce que vous savez, il ne faut pas toujours reculer devant la... Ils vont dire c'est bien de donner des leçons. Non, c'est bien de parler. Non, le problème n'est pas de démissionner. Le problème, c'est de changer des choses dans les systèmes. Moi, j'étais au gouvernement et j'ai essayé à ma manière de changer les choses. J'ai arraché des villas à mes collègues ministres pour rendre au peuple congolais. On ne peut pas faire mieux que ça. J'ai essayé à ma manière, dans les responsabilités qui étaient les miennes, de faire le maximum pour que les Congolais soient satisfaits. J'ai été libéré des prisonniers, j'ai été libéré des condamnés à mort, j'ai été libéré des filles. J'étais partout, à tous les combats. En Chine, à gauche, à droite. J'ai fait de mon mieux. Et croyez-moi, ce n'était pas des gaietés de cœur. Des fois, j'étais bloqué par le Premier ministre. J'étais obligé de pousser, bousculer par tous les moyens pour pouvoir partir, aller sauver nos compatriotes. Moi, j'essaie de travailler. Mais si on était 10, 15 comme ça au gouvernement, on allait changer les choses. Si les choses n'ont pas changé, il faut que les Congolais sachent une chose. C'est que dans un gouvernement, il y a ceux qui ont beaucoup plus de responsabilités. Donc, on appelle ça la préséance. Et qui pèsent plus lourd que ceux qui ont moins de préséance. Donc vous étiez un petit ministre? Non, pas un petit ministre, un ministre, parce qu'un ministre de la République, c'est un ministre de la République. Vous comprenez? Qu'il soit vice ou qu'il soit un ministre de la République, mais c'est le poids des responsabilités qui vous est confié. Moi, j'avais mes responsabilités dans les domaines des affaires étrangères, dans les domaines des affaires foncières. J'ai été un peu au développement rural. Mais lorsque j'étais aux affaires étrangères, j'ai vu que nos compatriotes allaient aux ambassades, ils dormaient presque pour avoir des visas. Moi, j'étais choqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une note. J'ai demandé à toutes nos missions diplomatiques de donner les visas aux Européens de la même manière en termes de réciprocité. Je l'ai fait, moi je l'ai fait. Mais j'ai eu la pression pas des étrangers, des Européens, des Congolais. Des Congolais qui, des gens du gouvernement, des gens de la hiérarchie, qui m'ont appelé, non, tu ne peux pas faire ça, il faut revenir en arrière, ils ont peur d'affronter les combats. Moi, je n'ai pas peur d'affronter les combats. Parce que moi, gouvernement ou pas gouvernement, Dieu m'a béni. Grâce à Dieu, je peux vivre très bien. Gouvernement ou pas gouvernement. Grâce à Dieu, en tout cas, je n'ai pas de soucis. Je touche du bois et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, j'ai ma liberté totale. Lorsqu'on votait le budget des 7 milliards de dollars, j'ai dit 7 milliards, j'ai posé la question. La seule personne, je témoignerai toujours, qui m'a soutenu, c'est Bahati Lukwebo. Et ça, je lui témoigne mon chapeau. Tous les autres là, personne n'a osé m'appuyer dans ma démarche. J'ai dit 7 milliards, c'est pour entretenir la misère des Congolais ou pour développer les pays. Et tout le monde m'a débité ce qu'ils ont appris à l'école. J'ai dit, à l'école, on n'apprend pas les résultats des terrains. À l'école, on apprend la démarche des réflexions. Les résultats des terrains, vous utilisez ce que vous avez appris pour l'adapter au terrain. Notre terrain ici, on n'a pas des routes, d'hôpitaux, d'écoles, et de ceci, de cela. Nous devons adapter, nous avons des richesses. Nous avons des hommes comme vous. Vous avez des cerveaux, des intelligences. On a pas mal de cadres. Donc, on a déjà un patrimoine qui est là.
Nous pouvons avoir un budget de 1000 milliards de dollars. Nous asseyons ces budgets sur de l'or, sur du diamant, sur le cobalt, sur le cuivre, sur l'uranium, sur l'eau, hein, l'hydrométrie, sur l'eau. On a pas mal de choses qui peuvent soutenir ces budgets. En 10 ans, nous allons les rembourser dans 70 ans. À travers le travail qui va être fait. Qu'est-ce qu'a fait le président américain avant-hier? Il a fait voter un budget de 1000 milliards, 1700 milliards de dollars. Il ne les a pas, les 1700 milliards. C'est un budget c'est prévisionnel. Moi, que les économistes viennent... Tu sais, ils sont vraiment abrutis, les économistes. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça est gentil. Non, mais c'est pas... Non, ils sont abrutis, pourquoi? Les économistes, ils sont abrutis. Mais tu sais pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris à l'école, ils l'appliquent aveuglement. En Europe, on est pendant le Covid. Le Covid, le président Macron passe à la télé, il dit, arrêtez tout le travail, l'État va vous payer. L'État a eu l'argent où? Dites-moi où est-ce que l'État... L'État, c'est pas un commerçant. Surtout les États européens. Ils ont fait le recours à un budget... Donc ce sont nos économistes ici qui sont abrutis, pas ceux-là. Comment? Ce sont les nôtres qui sont abrutis. Bien sûr que oui, les nôtres, oui. Moi, quand Macron a fini son discours, j'avais appelé l'ancien ministre du budget. J'ai dit, tu te rappelles? Quel ancien ministre du budget? Je ne citerai pas des noms. Gangoulia. Vous étiez avec Gangoulia. Il m'a donné raison. Il a dit, mais au moment où on votait le budget, j'ai dit, mais pourquoi il vous manque le courage et l'audace? Il faut avoir le courage et l'audace. Quand vous avez l'audace et le courage, vous pouvez faire des choses. J'ai arraché la villa à Tchibala, qui était mon premier ministre. J'ai arraché. J'ai remis la villa qui appartenait à Boé, quoi. J'ai dit, prenez, c'est votre bien. Je suis allé voir le premier ministre, j'ai dit, avec tous les respects, je respecte. Mais la villa n'appartient pas à l'État congolais. Il n'y a aucune raison pour que l'État continue à habiter dans une maison qui ne lui appartient pas. Alors, les gens me trouvaient comme quelqu'un de fou. Mais non, c'est une question de logique et d'ambition pour son propre pays. Moi, je vois les Congo grands. Comment un président de la République total? Moi, je rêve. Vous savez, j'ai un gros rêve pour ce pays. Président de la République. On va voir. Si Dieu veut, je le serai. On verra le câble, si vous saurez combler cette histoire entre les discours et les actions. Vous pouvez me juger quand je suis passé aux affaires. Je suis resté le même. Les amis, je mangeais partout. Toujours. Bandal, j'étais là. Il n'y avait pas d'extravagance. Aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais été dans les extravagances. Premièrement. Deuxièmement, j'ai été au travail à plein temps. Au travail, j'étais à plein temps. Je suis allé en Namibie, un Congolais a fait 10 ans de prison, des gardes à vue. 10 ans de garde à vue en prison. Je suis allé, le jour où je reviens, j'ai fait une interview avec Top Congo, c'est ma hiérarchie qui me dit, non, vous savez, la Namibie, on a des relations. J'ai dit, mais non, il n'y a pas de droits en Namibie. Donc, à un moment donné, il faut sortir du cadre de respect conventionnel. Vous poussez un coup de gueule, j'ai poussé le coup de gueule, les gars ont été libérés. Donc vous êtes un non-conformiste, quoi. Mais il ne faut pas être conformiste dans la vie. Conformisme, c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, sur une accueil, Azobat la biftec. Non, c'est pas grave. Quand on est né avec rien entre les mains. Et quand on va partir, on partira avec rien. La seule chose qui va nous amener là-haut, c'est l'aune de ce que nous avons fait ici-bas sur terre. C'est tout. Et moi, je sais ça, je suis conscient de ça. Tu peux tout me prendre. Mais tu ne pourras pas me prendre les qualités que Dieu m'a données. Prends tout ce que tu veux, mais pas les qualités, tu ne pourras jamais. Donc, il n'y a pas de peur ni de distance à avoir. Un président de la République, ce n'est pas un super-homme, un superman. C'est un homme comme vous, comme moi. Simplement, il a beaucoup plus de responsabilités. À partir du moment où on sait qu'il a beaucoup plus de responsabilités, il est nécessaire qu'on puisse l'aider. Parce qu'il ne peut pas tout régler. C'est impossible. Il ne peut pas trouver des solutions à tout. Mais c'est quand même lui qui donne les tempos. Certainement. C'est quand même lui la locomotive. C'est lui qui oriente. C'est lui les boss. C'est lui les sommets de la pyramide. Donc nous sommes des racines, on doit l'aider. Et l'aider, c'est dire la vérité. Alors Emmanuel Lunga, vous avez quand même été ministre des Affaires étrangères. On dit des Lutundu là. La plupart des Congolais disent de lui que c'est un ministre amorphe, un ministre... Certains vont même très loin. Hein. J'ai vu dans des débats politiques, certaines personnes n'est pas mettre les gars en disant de lui qu'il est un homme incompétent. Il a été compétent comme député, mais comme ministre des Affaires étrangères, il est incompétent. Est-ce que c'est facile d'avoir un président qui est tout le temps parti comme le nôtre quand on est ministre des Affaires étrangères? Comment jugez-vous le fonctionnement de nos affaires étrangères à l'Europe, nous parlons? Ceux qui sont proches de Lutundu la disent, c'est pas le président ne l'aide pas. Le président lui-même, il est tout le temps parti. Le président lui-même, il est tout le temps présent. Comment jugez-vous le fonctionnement
de nos affaires étrangères à l'heure où nous parlons? Alors, aux affaires étrangères, il y a trop de problèmes. Et il faut un ministre qui comprenne. Il y a quelqu'un qui a tenté de faire bien les choses, que moi j'ai vu, c'est Cheo Kitundu. Bien sûr que je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais je dois reconnaître quand même qu'il a des qualités, que depuis qu'il est parti, ce ministère est mort. On a mis une dame là-bas dont les qualités des diplomaties étaient quasiment proches des zéros. Marito Manzeza. Oui, proche de zéro. Et là, l'actuel ministre, on n'a pas de diplomatie. La diplomatie est sans tête. Parce que si on a, bien sûr, moi je le dis tout. Vous corroborez ceux qui disent que le Tundula était compétent. Mais moi j'ai dit notre diplomatie est nulle, est quasi nulle. Parce que si dans certaines signatures des accords, le ministère des Affaires étrangères n'est pas présent, c'est que le ministre lui-même ne comprend rien du rôle qu'il doit jouer pour que son ministère soit présent. C'est tout simplement ça. Et ceux qui sont professionnels comprennent ce que je suis en train de dire. Lorsque il y a des nominations, il y a un respect à respecter. Il y a une hiérarchie à respecter. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a un numéro matricule commençant par 500, l'élever et laisser celui qui a un numéro matricule commençant par 200. Non, mais ça veut dire qu'en là, il faut s'opposer à l'ordonnance du président de la République. Non, je ne m'oppose pas. Si c'est le président qui le fait. Je donne une leçon. Moi, je donne simplement une leçon. À qui? Au président de la République? Non, au ministre? non. Vous savez, ce sont des règles. Ce n'est pas mes règles à moi. Non, mais moi. c'est la hiérarchie décide de déroger à Non. Ce sont des règles qui sont comme ça. Depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Vous avez une ancienneté. Vous êtes diplomate de carrière. Vous avez une certaine ancienneté. Lorsqu'on va commencer à élever, on va commencer par les plus anciens. Et ainsi de suite, on remonte. Parce que en les faisant comme ça, qu'est-ce que ça crée, d'après vous? C'est ce qui se fait maintenant actuellement chez nous. Écoutez, moi, j'ai écouté comme vous les ordonnances. C'est pas mauvais. Je salue, j'apprécie certains noms que j'ai vus, que j'ai soutenus moi-même. Parce que certains directeurs, ils sont arrivés là parce qu'il y a eu une commission et moi j'ai appuyé sur ça. Mais, simplement, il ne fallait pas oublier ceux qui ont commencé avec des numéros matricules d'en bas, parce que ce sont des diplomates chevronnés. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Certains ont travaillé avec Mobutu, Laurent Désiré Kabila. C'est une bibliothèque qu'il ne faut pas exécuter. Nous avons des chargés d'affaires en dehors de chez nous. Vous savez, un diplomate a droit à faire 4 ans en dehors de son pays. Après 4 ans, il faut le rappeler. Mais nous avons des diplomates qui ont fait déjà 18 ans dehors. Ils n'ont jamais été rappelés. Et qui sont 18 ans chargés d'affaires, mais il a joué le rôle d'ambassadeur. À ce moment-là, la moindre des choses, c'est faire quoi? C'est élever cette personne. Parce qu'au bout de 18 ans, il a les qualités d'ambassadeur. Il a été chargé d'affaires. Donc il y a quand même des choses qui sont tellement mal faites et qu'il est difficile de s'éteindre. Ça, c'est de la faute de Lutundu là. Mais bien sûr que oui. C'est lui qui propose au chef de l'État. Bien sûr que oui. C'est lui. C'est pas le chef de l'État. Moi, j'ai dit, c'est trop facile quand les gens d'en bas font des fautes et mettent ça sous la tête du président. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 1993. J'ai créé ma première société de sécurité à Paris, en 1993. Sur les Champs-Élysées, la plupart des agents qui travaillaient sur les boulevards du Champs-Élysées, c'était mes agents. La plupart de vos entreprises, c'est seulement des gens de sécurité. Non, il y a des Congolais qui ont des entreprises d'électricité. Il y a des Congolais qui ont des entreprises de plomberie. Il y a des Congolais qui ont des entreprises d'échafaudage. Il y a des Congolais qui sont infirmières, ainsi de suite. Attention, oui. Mais moi, j'ai fait Sciences Po. Le boulot que je sais faire, c'est réfléchir, parler, lire. Mais derrière ça, si j'ai des agents de sécurité, j'essaie de les coacher et aller de l'avant pour faire du profit, du chiffre, comme vous voulez. Donc, et lorsqu'il y a un agent qui fait une faute sur les terrains, le responsable m'appelle, mais l'agent, lui, il est responsable de sa faute, et pénalement et civilement. C'est pas moi. Vous comprenez? C'est comme ça quand les fautes sont faites aux affaires étrangères, c'est pas les chefs de l'État. Bien sûr, il est président de la République. Mais il ne peut pas prendre toutes les fautes du Congo. C'est que ça sera un Congolais dans sa maison, il est électrocuté avec le courant, et puis on dit que c'est le président de la République qui a tort. Donc chacun doit porter sa croix. Chacun doit être responsable dans la tâche qui lui est confiée. Chacun doit porter sa croix. Emmanuel Ilunga, finissons-en. Quand on parle des affaires étrangères, quand on parle de la manière dont on fait notre politique étrangère, on voit aussi les multiples voyages du président de la République. Vous êtes pour ou contre? Les Congolais, notamment l'ODEP, je crois, ils ont parlé de plus de 100 voyages.
qui aurait coûté des centaines de millions de dollars américains. J'ai vu l'IGF contredire. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les nombreux voyages qu'effectue notre président de la République à l'extérieur doivent être soutenus? Est-ce que c'est normal? Bon, il y a deux volets. Quelquefois, les voyages d'un chef d'État sont nécessaires pour redynamiser la diplomatie d'un pays dont la diplomatie était peut-être exclue de certains cercles internationaux. C'est important que les présidents puissent aller vers les gens qui nous ont exclus pour savoir pourquoi on a été exclus et de revenir dans les cercles des décisions. C'est très important. Et pour nous faire connaître, faire parler de nous. Sur ce volet-là, c'est très important. Deuxièmement, bien entendu, il y a trop de problèmes au pays et que limiter les voyages, essayer de les faire de manière, je dirais, pas un peu raisonnable, je veux dire, c'est aussi important parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est contre. Donc il doit contenter l'opinion et aussi affronter la diplomatie. C'est pas facile cet exercice parce que l'opinion n'est pas d'accord. Il doit essayer de faire de l'équilibrisme à ce niveau. Essayer de faire peut-être le moins des voyages, le plus de présence au pays, mais trouver un équilibre. Vous êtes dans les principes. Est-ce que c'est normal ou pas normal, vous, personnellement? Allons dans le fond. Ça dépend des résultats que c'est là. Ça dépend des résultats. Vous êtes un analyste, vous êtes un Congolais, vous regardez certainement ces choses. Est-ce que vous pensez que depuis qu'il a commencé à faire les voyages, le Congo a gagné? Vous qui avez des oreilles et des yeux à l'étranger, notamment pour avoir été ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est normal? Est-ce qu'il doit arrêter ou il doit continuer? Moi, je pense que il ne peut pas arrêter. Peut-être il doit ralentir le rythme. Pas arrêter, non. Ralentir le rythme, oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Le Congo est trop bas pour se permettre ces luxes de vivre isolés. Nous avons besoin de nous ouvrir au monde et d'aller vers les autres pour pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur expertise et exister sur la scène internationale. Mais peut-être les ralentir. Donc il faut partir, tout le temps partir, ou souvent partir, à quelques fois partir. Donc il faut ralentir, c'est nécessaire parce que l'opinion n'est pas d'accord, l'opinion est contre. Allez. Donc l'opinion lui appartient, c'est son peuple. Le président, il est président parce qu'il a un peuple derrière. Tu ne peux pas être président seul. Dans un coin, tu n'as personne derrière. Quand l'opinion est contre, le président doit en tenir compte aussi. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est monsieur Emmanuel Ilunga. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je ne vous ai pas appelé Oli Ilunga. Donc, vous remarquez que les efforts et l'ancien ministre avec lui ont fait la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le ministre, on va parler politique à présent. Oui. Vous êtes où, vous, politiquement? Vous êtes de quel bord? Est-ce que vous êtes de la majorité Union Sacrée? À un moment donné, vous avez travaillé avec Kabila, vous étiez certainement du FCC, vous avez battu campagne pour Emmanuel Ramazani Chadari. Est-ce que vous êtes encore au FCC? Vous êtes des centristes? Vous êtes très fort, vous vous souvenez le passé, bien sûr. Oh, j'étais au FCC. Vous ne voulez pas assumer votre passé? J'assume. Alors, pleinement. Vous avez battu campagne pour Chadari, non? Oui, tout à fait. Alors, pleinement, j'assume. c'est juste une question d'histoire et puis une histoire très récente. J'assumerai tout le temps. Mais ça, c'est le passé. Donc, j'ai quitté le FCC parce que je trouvais que cette expérience n'a pas été concluante pour moi. Et que, après l'échec de Chadari, si Chadari était président de la République, vous y serez certainement. Non, mais c'est un peu comme le bateau qui tangue, hein, le bateau est en train de couler, vous sautez comme des rats. Non, pas du tout. Vous partez, pas quoi. du tout, parce que justement, les castings n'étaient pas bons et c'était difficile de gagner. On a essayé de forcer les choses tout en étant conscient que c'est impossible. Beaucoup étaient conscients que c'est impossible. C'est ainsi que beaucoup n'ont même pas battu campagne pour lui. Chadari, c'était un mauvais casting? Oui. Pourquoi? Pas compétent? Il n'avait pas suffisamment des... Non, il n'a pas les charismes d'un chef d'État. Chadari? Non, il n'en a pas. Pas l'intelligence, pas le charisme, pas... Non, c'est le charisme. Le charisme d'être vraiment un chef d'État. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bon, vous l'avez dit une fois même vous-même dans votre émission, mais je vous reposerai la même question. Vous étiez, je crois, ici avec Lissanga, où vous avez dit la même chose. Dites-moi, pourquoi? Vous savez, donc vous êtes en train de me pousser dans un couloir. Malheureusement, ici, c'est moi qui pose des questions. Oui. Donc vous dites que Chadari n'avait pas l'étoffe pour être président de la République. Il n'avait pas de charisme. Non, du tout. Beaucoup le pensaient même au FCC, ils le pensent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup n'ont même pas battu campagne en son nom. Et pour vous, le candidat, ça aurait été qui? Matata? Le bon candidat au FCC. Ouais, citez-moi 2-3 quand même. Hein, pour si je dois vous citer, je peux prendre Aubin Minakou, par exemple. Je peux prendre un garçon intelligent, un garçon brillant. Bon, je prends qu'un Aubin, parce qu'il n'y a aucune école qui fait des noms même président de la République. Il n'y a aucune école pour ça.
Mais c'est le vécu de chaque personne qui fait de lui un bon ou un mauvais gestionnaire. Et moi, j'ai déjà un vécu de gestion. Un gros vécu de gestion. Voilà. Je posais la question, vous êtes d'où? Maintenant, là, politiquement, vous êtes de quel bord? Non, politiquement, moi je suis un homme politique. J'ai un parti politique qui s'appelle l'Action républicaine pour le progrès, ARP. Je dirais, je partage les idées de l'union sacrée, parce que cette idée d'union sacrée, c'est une idée que j'ai toujours chérie depuis longtemps, vu l'état de la nation. La manière dont la nation est complètement déchirée et la manière dont le président Félix avait présenté cette idée. Que ce n'était pas un parti, ce n'était pas un mouvement, c'est une idée où les gens veulent sauver la nation, la patrie. On ne regarde pas le bord de chacun. Mais on a un seul intérêt sur le Congo. Actuellement, nous sommes en guerre contre la misère, en guerre contre les envahisseurs. Donc à ce titre, nous avons besoin de cette union sacrée. Et c'est tout. Donc vous soutenez l'union sacrée. Vous êtes de l'union sacrée? Non, est-ce que c'est un mouvement politique? Il n'y a pas de statut. Vous savez, c'est la question, je dirais, je ne vais pas vous dire qu'elle est mal posée. L'union sacrée, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement politique. C'est une idée à laquelle vous souscrivez ou pas. Donc vous soutenez le président Tshisekedi? Dans cette idée, oui. Dans l'idée de l'union sacrée. Oui. Mais de l'idée aux actions, vous pensez que la gouvernance, la gestion et ce qui se passe avec les cadres de l'union sacrée depuis que Kabila est parti, oui, est conforme à l'idée que vous êtes fait de l'union sacrée? Non, du tout. Non. Non. Moi, l'idée que je me suis fait de l'union sacrée, c'est un mouvement sincère et ouvert à la contradiction. Un mouvement ouvert au débat, sans passion, à l'intelligence, au choc des idées. Moi, c'était l'idée que je me suis fait de l'union sacrée. J'ai dit, ça, voilà quelque chose qu'on attendait depuis bien longtemps. Donc, c'est le moment, aujourd'hui, de renforcer. Mais aujourd'hui, non. C'est loin de ce que moi, je me suis fait comme idée. Sincèrement. Ok, ça s'éloigne un peu de... Ça s'éloigne de plus en plus, oui. D'accord. Alors, l'actualité politique, c'est aussi des manifestations. Aujourd'hui, il y a eu un sit-in au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai que vous fréquentez certainement le centre-ville. Vous avez remarqué qu'il était tellement difficile de circuler aujourd'hui. Ce samedi, il y a une autre marche qui est appelée. La semaine passée, il y en avait encore. Martin Fayoulou, avec Joseph Kabila et l'église catholique et l'église protestante, il parle de la dépolitisation de la CENI. Est-ce que vous pensez que c'est un combat qu'il faille mener à l'heure où nous parlons? Bon, moi je pense que dans ce pays, il a toujours manqué une seule chose. C'est que tous ceux qui ont été aux commandes de ces pays n'ont plus accepté l'idée pour laquelle ils se sont bagarrés. Ils se sont battus. L'UDPS a fait très longtemps dans l'opposition. Parlant de l'UDPS, c'est un grand mouvement qui a un vécu d'opposant derrière. C'est-à-dire avec un idéal de l'état de droit. Un état de droit, c'est un état où la contradiction est la règle. L'échange des idées, le combat politique est la règle. Donc cet état doit accepter qu'il y ait un consensus. C'est battre pour le consensus. Parce que l'unanimité, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que ces manifestations, il n'y a pas quelqu'un qui a totalement raison, quelqu'un qui a totalement tort. Dans les manifestations? Non, je ne peux pas. Dans la gestion de tout ce qui se passe. Donc, le gouvernement... Tshisekedi n'a pas totalement tort, Fayoulou n'a pas totalement raison. Tout le monde. Il y a une part de vérité à partout. Il y a une part de vérité, une part de faille dans les deux camps. Il y a une part de vérité, une part de faille dans les deux camps. Parce que la manière dont le président de la CENI a été élu ou nommé, j'en sais rien, a été beaucoup contesté. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup de souffrances dans le passé, qui a beaucoup de blessures, je voulais dire. Je crois qu'il fallait sursoir à ça. Nous sommes 80 millions d'habitants. On ne peut pas se battre sur un seul nom, sur 80 millions d'habitants. Il fallait trouver une autre pièce à Denis Kadima. Mais bien sûr, on pouvait le faire. On pouvait le faire librement pour faire passer les choses et ça calmait les ardeurs d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte parfois. C'est pas quand on est aux commandes d'un pays, il faut tout de suite se dire je partirai, d'autres viendront. Donc, je dois construire ces pays pour laisser la possibilité à ceux qui viendront. Par après, moi, c'est le déluge.
pour qu'ils trouvent la paix et qu'ils fassent une continuité de manière à bâtir un État des Lumières. Et ça, si tout le monde va dans le sens, parce que lui il est au pouvoir, parce que Azan Dekonanga tribal, je soutiens, on n'avancera jamais. Parce que le Congo est constitué de plusieurs ethnies, 450. Si chacun doit soutenir une idée parce qu'il est de ma tribu, de mon ethnie, on ne s'en sortira jamais. Quand est-ce qu'on sortira de l'auberge? Donc vous ne comprenez pas ces manifestations. Vous dites qu'il y a des failles là-bas, ils ne devaient pas descendre dans la rue. Moi, je crois que le gouvernement doit faire œuvre d'ouverture pour discuter à ce stade-là. C'est-à-dire quoi? Ouvrir un autre dialogue, qu'on vous ramène encore à la 5 ans. Pas seulement un dialogue de... Après, vous allez vous distribuer des postes comme vous l'avez fait. Pas les dialogues dans le sens de la 5O, non. Ou de l'Union africaine, comme ça s'est fait avec Edem Kochou. Aller au débat à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Aller au débat sincère, pas corrompre les gens, pas mettre de l'argent pour qu'ils votent. Non, ils ont la majorité, non? Vous connaissez un peu la philosophie. Vous savez, vous-même comme moi, que l'argent a circulé, les députés eux-mêmes le disent. Les députés le disent. Parce que quand vous êtes un élu, et qu'au plus haut niveau de l'État, l'argent circule, on a l'impression qu'au plus haut niveau de l'État, dans l'hémicycle où les temples des esprits, la corruption va élire domicile. C'est grave, c'est très grave. Et quand c'est les députés qui en parlent, c'est encore plus grave. Et avec ça, on ne peut pas soutenir entre nous. Moi, je ne peux pas soutenir. Ça, j'ai dit non. Donc vous comprenez ces manifestations? Je suis obligé de comprendre. Je suis obligé de comprendre parce que la force des choses veut que les choses se passent librement. L'état des droits que nous devons bâtir, c'est un état de consensus. Ce n'est pas un état d'imposition. On vous impose. Non. C'est un état de consensus. On peut ne pas s'aimer, mais on sait que ça, c'est le milieu. On est d'accord, c'est le milieu. Mais n'empêche pas qu'on ne s'aime pas, mais le milieu est là. C'est tout. C'est ça le consensus. Mais quand on impose un choix, ça devient très compliqué d'avoir les soutiens de la majorité. Et ça crée ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Des manifestations, des frustrations. Et tout ça, ça crée. Alors qu'on a les solutions, on a les clés en main. Donc pour vous, la solution, c'est d'aller vers au dialogue. Un débat, pas un dialogue dans les formats 5 ans. Et l'issue, vous pouvez vous projeter par rapport à l'issue de ces débats, revenir sur la désignation des candidats. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. C'est trop tard, l'ordonnance. Alors les débats aura quoi comme soubassement? Non, mais c'est trop tard, je disais. Parce que vous m'avez dit qu'est-ce qui devait être fait. C'est qui devait être fait. Non, mais la recette là. Là, actuellement. Oui. Mais là, maintenant, c'est trop tard, on va aux élections. C'est un fatalisme, donc on accepte. Ben écoutez, là. Quand on dit que Kadima, il est sous la coupole du président de la République, de l'Union sacrée, quand on dit que l'Union sacrée contrôle la Cour constitutionnelle, vous, peut-être que demain vous serez candidat président de la République, ça ne vous dérange pas d'aller de manière aveugle comme ça, là? Le danger, c'est que ce que vous dites, parfois ça vient dans les réseaux sociaux de la bouche de ceux qui sont membres de l'Union sacrée. Donc ils confirment ça. Quand vous voyez des matinées politiques, on confirme tout ça. C'est ça qui devient dérangeant pour certains, pour une partie de l'opinion. Vous comprenez? Nous sommes dans une crise sévère dans ce pays. Nous sommes dans une crise sévère. Ce pays, depuis 20 ans, nous sommes en guerre dans l'Est de la RDC. Les gens meurent tous les jours. Jusque-là, on n'a pas trouvé des solutions. Le Rwanda continue jusqu'à aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps à l'Est de la RDC. Donc on devrait se concentrer sur des questions vitales, de vie ou de mort. Parce que notre pays est menacé. L'Ouganda, les ADF. Nous devons régler ces questions et très rapidement. Donc, je pense que à ce stade où nous sommes, si nous ne faisons pas attention, dans 10-15 ans, nous ne risquons plus de parler de la RDC sous le format actuel. Parce qu'à un moment, on sera tellement affaibli que des choses vont se passer dans ces pays et nous allons regarder comme ça, amorphes, ne faisant rien parce que nous sommes fatigués. Donc le gouvernement et le pouvoir actuel doivent faire des efforts d'humilité pour faire en sorte que rassembler les partis qui sont éparpillés. Nous devons rassembler les partis qui sont éparpillés et les mettre ensemble. Et mettre tous les intérêts de la nation. C'est-à-dire d'abord pour lutter pour notre intégrité territoriale. Les pays continuent à être pillés comme vous n'imaginez pas. Les Congolais continuent à être écrasés. Moi, je les rencontre parce que je descends en bas. Dans les villages, il n'y a pas d'école dans des villages.
Les villageois, ils envoient leurs enfants à 20 km à pied. Ils doivent faire 40 km chaque jour pour aller étudier. Il y a des problèmes vitaux dans ces pays auxquels on n'aborde pas. Donc, et le gouvernement n'a pas le temps de les aborder parce que tous les jours, il y a des manifestations. Il doit se concentrer sur des fautes que le gouvernement n'a pas réglées à la base. Dites-moi, le gouvernement passé et actuel, qu'est-ce qui a avancé? On n'a pas avancé. Nous sommes en train de patauger. Si quelqu'un dit qu'on a avancé, il ment. Est-ce qu'il est nécessaire? Les générations futures vont nous juger. De la même manière qu'on juge Mobutu aujourd'hui, qu'on juge Laurent Désiré Kabila aujourd'hui. On dit c'est lui qui nous a amené les Rwandais. Qu'on juge Joseph Kabila aujourd'hui. Le président Félix sera jugé aussi, hein, croyez-moi. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est éternelle. Nous allons tous passer. Donc à un moment donné, il faut raison garder. On fait tout le nécessaire pour remettre les choses ensemble. Alors parlons justement de cette insécurité, de cette balkanisation. Le président, ça fait 6 mois quand même qu'il a lancé l'état de siège. Il y a un rapport assez accablant que l'Assemblée nationale a produit sur les difficultés qu'il y a par rapport à l'état de siège. Vous pensez que c'était la recette à l'heure actuelle pour ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République? Et si vous devenez président de la République aujourd'hui, vous faites quoi pour nous ramener définitivement la paix dans cette partie? Mais écoutez, moi, j'ai des solutions. La première solution, moi, je décrète toute cette partie-là, zone militaire. Je ne dis même pas état de siège ou état de quoi. Je décrète. Je prends mes responsabilités des chefs suprêmes des armées, du président de la République. Je décrète zone militaire. Nous savons d'où viennent nos malheurs. C'est du Rwanda, une petite partie du Burundi et d'une autre partie de l'Ouganda. Et tous ces pays, je les mets en garde. Parce qu'on va déclencher 3 fronts. La guerre aujourd'hui peut se mener même à partir de Kinshasa. On mettra notre moyen. Je demanderai aux Congolais qu'on achète des avions qui fassent des sacrifices. Parce que là, c'est vital. Donc pour vous, la paix dans l'Est, faire la guerre au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi. En latin, on dit civis pacem parabellum. Ça veut dire qui veut la paix prépare la guerre. La recette pour vous, c'est la guerre contre le Rwanda, l'Ouganda. Il faut aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui nous font la guerre, nous devons leur faire la guerre. Il n'y a aucun langage qui va leur parler si ce n'est la force. Vous comprenez? Il n'y a aucun langage qui va leur parler si ce n'est la force. Donc vous êtes en colère quand vous voyez le président de la République dire de Kagame que mon frère et ami, ça c'est son lui choix. donner l'autorisation de venir construire chez nous, moi je n'ai pas signer les accords avec l'Ouganda. Moi je n'ai pas à les juger. J'ai pas à les juger. Moi j'étais en Afrique du Sud à un moment au sommet, j'étais allé représenter la RDC, il y avait le président Yoweri Museveni, je ne lui ai pas serré la main. J'étais avec notre ambassadeur en Afrique du Sud. J'ai refusé de serrer la main à Museveni. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais je ne vais pas serrer la main. Et j'étais un ministre, lui, le président de la République. Ça, c'est mon choix personnel. Donc, moi, je suis en colère. Vous voulez la paix dans l'Est? La guerre? Aujourd'hui, après 20 ans, il n'y a pas de dialogue possible avec des gens qui veulent venir vous prendre vos richesses. Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui se croit plus fort que vous. Vous voyez, il y a un écrivain qui s'appelle Han Feizi. C'est un Chinois qui a écrit L'art de gouverner. Mais ça, il y a des siècles avant Jésus-Christ. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui a déjà existé sur Terre. Han Feizi dit quoi? Il dit, lorsque vous êtes en face d'une personne dont vous pensez qu'il est plus fort que vous avez 2 possibilités. La première, c'est vous soumettre. Vous marchez dans sa direction, vous vous soumettez, vous marchez avec lui. Et la deuxième, c'est de lui faire la guerre totale. La deuxième possibilité, la guerre totale. Vous lui faites la guerre, parce que pendant la guerre, dans la guerre, il n'y a pas de gagnants. Il n'y a que des blessures. Nous avons la capacité d'élever même 500 000 hommes dans notre armée. Le pacifisme, c'est pas vous, hein? Donc vous n'êtes pas un politique pacifique. Hein? Moi, je suis très pacifique. Je suis très pacifique, mais je ne suis pas naïf. Vous comprenez? Je ne suis pas naïf. Je ne peux pas aller dans la diplomatie quotidienne qui n'apporte rien. Moi, je salue les efforts du président de la République de chercher à arrondir les angles, mais ces gens ne nous respectent toujours pas. Il y a quelques semaines, là, il y a une colonne des Rwandais qui sont encore entrés à Bukavu. Vous avez vu? Des colonnes de militaires rwandais. On retrouve des jeeps de l'armée rwandaise chez nous. Donc, le président fournit des efforts, mais derrière ces gens-là, ils les considèrent comment?
Comment les considèrent-ils? Donc ils n'ont aucun respect. Alors quand vous êtes en face des gens comme ça, des bandits, mais quel langage vous voulez parler aux bandits? Aux gens qui sont drogués, qui sont des bandits. Vous voulez leur expliquer la religion? Il n'y a pas de religion possible. C'est quand même fort ce que vous dites, monsieur René Lelunga. Alors, l'actualité dans le pays, c'est aussi cette affaire des Congo Hold Up. Vous avez certainement suivi les consortiums des journalistes qui ont mené des enquêtes sur Kabila. On parle des détournements d'à peu près 150 millions de dollars américains. Vous avez côtoyé Kabila. Vous avez été plusieurs fois Kinga Kati. Vous avez été son ministre. Vous avez été au FCC. Est-ce que le Kabila qu'on présente ici, quand vous le côtoyez, vous vous êtes fait l'image d'un voleur tel que ces journalistes-là nous présentent ça? Non. Pour vous dire, moi je suis sincère avec vous. Hein. Je vous dis ce qu'il y a. Vous n'avez jamais donné l'impression d'un pilleur, d'un voleur? Non. Non. Maintenant, ces documents, s'ils s'avèrent que c'est vrai, c'est très compliqué. S'ils s'avèrent que c'est vrai. D'autant plus que, pour revenir à mon voyage dans le Congo central, j'ai été voir les dockers au port de Matadi. Et leur souffrance, c'est le port qui est construit juste à côté. Le port de Lédia. Oui, mais le port n'appartient pas à Lédia. D'après certains, d'après même les cadres de l'ONATRA que j'ai vus moi-même, on a fait un petit travail de quelques heures. Ils ont dit que le port appartenait bel et bien à l'ancien président Joseph Kabila. Donc le port de Lédia qui siphonne un peu, qui met mal à l'aise les ports de l'ONATRA, appartient à Joseph Kabila. Il a pris, ce port a pris en otage notre fleuron national, le port de l'ONATRA. Ça, c'est notre fleuron. Moi, je suis l'État, je défends ma nation. Ma nation, c'est l'ONATRA, le port de Matadi, qui emploie nos jeunes qui vivent en Zanza, dans les communes de Matadi, qui trouvaient du travail au port. Aujourd'hui, le trafic est complètement nul, quasi nul. Parce qu'il y a les ports, il y en a deux même, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a, si c'est ALTD, à côté, qui traite des grumes. Toutes les grumes que vous voyez, qui viennent de l'Équateur partout, sont traitées là-bas, sans que l'ONATRA... Là, c'est encore Kabila? C'est encore un autre port de Kabila? Il semblerait. Je n'ai pas de preuves, ce que je dis, mais il semblerait. Mais s'il savait que c'est vrai... C'est à Zoé ou à Kabila? Bon, il semble que c'est à la famille. Ok. C'est ce qu'on m'a dit. Les gens, tout le monde le dit. Et en Matadi, tout le monde sait ça. Vous comprenez que Lédia, c'est juste un paravent, mais derrière, voilà ce qu'ils sont. Alors, moi, je suis choqué, personnellement. Ça, c'est à titre personnel. Moi, j'aime le Congo, j'aime le pays. J'aime mon pays. Et je veux défendre ma population, ma nation. Quand je vois le taux de chômage au Bas-Congo, je suis choqué et révolté. Les jeunes ne travaillent pas. Ça veut dire que les jeunes ne se marient pas. Parce que pour se marier, il faut avoir le moyen de se marier et de nourrir les enfants. Ça veut dire que demain, notre population, elle sera à combien? Ça va diminuer la population. Et les gens qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? C'est aller voler, aller piller, les coupeurs de route. Donc on ne donne pas la possibilité à nos jeunes d'accéder à un travail décent, à un travail tout simplement. Parce qu'il y a 3-4 personnes qui veulent prendre en otage tout l'avenir d'une province et d'une nation. Donc c'est ça. Vous parlez quand même de Kabila parmi ces deux personnes. S'il s'avère que c'est vrai, je le dis. S'il s'avère que c'est vrai, ce que je dis, j'assume. Il faut l'arrêter. Pas l'arrêter, mais il faudrait porter plainte. Moi, je suis un homme de justice. Il faudrait que l'État congolais se saisisse et porte plainte pour récupérer ses droits. Contre Kabila. Les droits, c'est vos droits. Contre Kabila. Contre ceux qui font... S'ils savaient que c'est Kabila, c'est contre lui. Mais contre ceux qui font ça. Tout simplement. Donc Congo Hold Up vous a scandalisé à un niveau terrible. Je suis scandalisé. Moi, je suis franc avec vous. Et sincère. On m'a envoyé tout un dossier que beaucoup n'ont pas. Parce que j'ai quand même des amis aussi qui sont journalistes. J'ai quand même des amis. Donc, ils m'ont envoyé des dossiers. J'ai pu ouvrir et lire. Je suis choqué. Je ne savais pas. Vous voyez, je ne savais pas tout ça. Et j'ai fini par comprendre pourquoi le projet de la carte Okapi n'a pas abouti. Et de la Banque internationale des Congolais de l'étranger. À cause de la BGFI. Parce que cette banque-là, elle tuait Western Union. Et Western Union est logé à la BGFI, dont les intérêts allaient à la BGFI, certains intérêts. Donc la banque, elle mettait à mal les intérêts des groupes. Donc je comprends pourquoi. Et les Congolais qui sont à l'extérieur, en fait, ils sont pris aussi en otage par rapport à ça. Sans les savoir.
C'est des otages involontaires. Alors, on va terminer cette émission, Emmanuel Ilunga. Ça fait 1 heure, je ne me rends pas compte. Là, on est en train de me signaler qu'on vient de dépasser 60 minutes. Vous étiez au Congo central, vous avez fait un tour, comment ça s'appelle, à la station de Inga, au barrage d'Inga, et vous sortez de la scandalisée de voir la paupérisation dans laquelle travaillent ces gens-là, la misère, tout ça. Vous dites quoi? Ce pays est maudit, on n'a pas de chance? Qu'est-ce qui se passe? Le pays n'est pas maudit, mais les responsables ne sont pas à leur place. Vous comprenez? Les responsables ne sont pas à leur place. Ça veut dire que quand on nomme quelqu'un DG ou DGA, c'est pour lui, sa famille, sa femme, ses enfants, ils montent des cabinets et ils font des bêtises au vu et à l'acceptation de la population et de la nation. Et ça, il faut le dénoncer. Moi, je dénoncerai toujours ça. J'arrive sur le barrage, j'ai visité le barrage. Moi, j'ai posé des questions. Eux ne voulaient pas parler. Vous savez, certaines personnes ont un peu peur, si je me permets de dire ainsi. Ils sont réservés. Mais j'ai compris entre les lignes. Ils sont mal payés, des ingénieurs. Et les grands barrages, tous les courants que nous avons dans toute la RDC, il n'y a que des ingénieurs congolais qui s'occupent de ça. Des gens très compétents qui sont formés ici à l'ISTA, en Polytechnique à Kinshasa ici, et à Lubumbashi. Ils travaillent H24. 24 heures sur 24. Ces gens-là devraient mériter des salaires décents. Ils m'expliquent. On a une turbine qui est tombée en panne. Les DG a appelé des Italiens qui ont construit cette turbine pour qu'ils viennent réparer. Les Italiens ont demandé 60 millions de dollars pour réparer cette turbine, mais après 6 mois. Nos ingénieurs ont proposé à eux de réparer ça. Ils l'ont réparé dans 21 jours. Et ils n'ont gagné que 25 000 dollars. C'est 25 000 dollars de primes pour l'ensemble de l'équipe. Il y a un problème dans ce pays. Mais pas dans le pays, mais dans la tête de ceux qui ont des responsabilités. Parce qu'ils croient, comme ils ont des responsabilités, tout leur est permis. Non, tout ne leur est pas permis. Parce que le pays nous appartient tous. Si nous voulons être grands, la grandeur commence par la manière dont on exerce ses responsabilités. Pas parce que tu as une grosse responsabilité que tu es grand, c'est comment tu exerces la responsabilité qui t'est confiée. Là, on te désigne grand ou pas. C'est pas la grandeur, c'est pas l'âge qui fait la grandeur. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est ça. J'étais scandalisé. Le plus grand barrage au monde, c'est le barrage de Trois Gorges en Chine qui fait 34 000 mégawatts. Mais notre Grand Inga, les barrages Grand Inga, on met avec Zongo et tout ça, c'est 170 000 mégawatts. On peut donner du courant à une partie de l'humanité. C'est chez nous au Congo. Et vous savez, les eaux du fleuve Congo, Dieu nous aime beaucoup. Ils vont au Congo-Brazzaville. Tu sais comment ils font? Les eaux reviennent encore en RDC. Ils quittent la RDC, ils tournent un peu au Congo-Brazzaville et ils nous reviennent pour alimenter nos barrages. Et ça, c'est la nature qui a fait les choses ainsi. Vous ne pouvez pas dire que ce pays est maudit. Ce pays est béni. Mais les gens qui gouvernent ce pays n'ont pas la compréhension et l'audace nécessaire pour prendre des grandes décisions. Il faut avoir l'audace, l'ouverture d'esprit pour prendre des grandes décisions. Ce n'est pas une question d'amitié. Même si tu peux être mon ami, tu n'es pas compétent, je ne te prends pas. Si tu es compétent, tu es mon ennemi, je te prends. C'est comme ça qu'on a des résultats. Donc si un jour on fonctionne de cette manière-là, ce pays démarre. Continuons à travailler ou à prier. J'allais dire prier parce que les Congolais aiment beaucoup prier. Vous, comme vous êtes un fanatisé de Lucifer, je sais que c'est une phrase que vous n'allez pas aimer. L'homme des secrets de Lucifer qui lit des ouvrages de Lucifer. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez promis de me ramener les livres. Oui, je veux ramener la livre. Je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit en Chiluba. Ou en Mania. Non. Ma mère m'a dit, hey, j'ai suivi l'émission. Ce type l'avait initié, il faut faire attention. Non, vous savez, le livre de Howard Bloom, Le principe de Lucifer, Howard Bloom, c'est les Machiavel des temps nouveaux. C'est un livre qui ouvre l'esprit de l'homme, parce que ça vous fait comprendre votre constitution biologique. Quand il parle de Lucifer, là, c'est la partie que l'homme ne veut pas dévoiler au monde. C'est l'hypocrisie de l'homme. C'est cette partie obscure qui accompagne l'homme. Chaque fois qu'il est en public, il sort que la partie des lumières. Cette partie qu'il cache tout le temps. C'est ce que traite l'auteur. C'est comme ça qu'il le nomme Lucifer. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec Lucifer comme décrit dans la Bible et consorts. Okay. Vous savez, dans ces pays, si Dieu
devait descendre. C'est au Congo, il devait descendre. Parce que la manière dont on prie ici, mais on n'a pas toujours des résultats. Mais vous ne croyez même pas à ça. Mais moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi? Vous êtes de la franc-maçonnerie? Non, c'est pas ça. De quoi? Vous êtes de la Rose-Croix? Moi, je crois aux valeurs de nos ancêtres. Je crois aux valeurs de nos ancêtres. Vous n'êtes pas dans l'occultisme? Non, nos ancêtres... Non. Nos ancêtres avaient des valeurs. Et les sociétés de nos ancêtres ne mouraient pas de faim. C'était des sociétés, il n'y avait pas de prisons. C'était des sociétés où les valeurs ont dominé et la société était mieux gouvernée. Aujourd'hui, tout le monde a la Bible entre ses mains. Mais ce sont les premiers escrocs. Les pasteurs sont des escrocs. Et ils font prier du matin au soir. Quand est-ce que les gens vont aller travailler? La plupart des pasteurs, c'est des faux pasteurs. Ça, il faut le dire. Pourquoi moi je dirais? C'est des faux pasteurs. Quand vous priez, à côté, vous faites énormément de bruit avec des musiques à perte de vue. Alors qu'il y a des élèves qui sont en train de faire leurs devoirs. Ça, c'est les discours. Comment est-ce que les gens vont finir des études? Les discours des occultistes, ça. Vous comprenez? Ça, c'est les discours des occultistes. Mais c'est trop facile parce que les gens évitent d'aborder des sujets qui choquent, qui dérangent. Vous comprenez? Les gens évitent d'aborder des sujets qui dérangent. Moi, je sais que Dieu m'aime beaucoup. Et je le remercie. Parce que le Créateur a dit, je fais l'homme à mon image. Donc je suis Dieu. Parce que Dieu m'a fait à son image. C'est dit dans les livres. À partir du moment où je sais que je suis l'image de Dieu, donc j'ai les qualités divines en moi. Il faut que je les exploite. Je n'ai pas encore besoin de demander Dieu donne-moi. Il va me donner quoi? Parce qu'il m'a déjà tout donné. Emmanuel Ilunga, merci d'être venu nous voir. Ça devient mystico, religieux. Non, mais parce que vous m'avez posé la question, je suis en train de vous édifier, de vous dire que Dieu ne s'occupe pas que des hommes. Les animaux aussi, il est leur créateur. Les arbres aussi, il est leur créateur. Les eaux, Dieu est leur créateur. Toute la nature. Dieu s'occupe de l'ensemble de la nature. Mais il a confié la responsabilité à l'homme. L'homme à qui on a confié la responsabilité a accepté d'être irresponsable. Vous comprenez? Il est irresponsable. Il détruit la nature. Il détruit son prochain à son propre profit. Quand vous voyez les plus grands sapeurs aujourd'hui, ce sont des pasteurs. On reviendra un jour pour parler de ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est toujours très émissions avec vous. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'ancien ministre Emmanuel Ilunga. Avec lui, on a fait un peu le tour de l'actualité en République démocratique du Congo. Allez, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.